Bonjour à tous. Vous l'avez attendu tout l'été avec impatience. Voici l'épisode 2 de Tous accros. Je plaisante. Mais c'est bien l'épisode 2 et le dernier de la saison. Il n'y aura qu'une seule saison. Aujourd'hui, nous allons parler de comment sortir de cette dépendance. Alors, évidemment, je ne m'adresse pas à des personnes qui souffrent euh, d'une dépendance à une substance. euh, ce qui nécessite un accompagnement particulier que je ne fais pas, que ce soit l'alcool, pardon, la drogue, etc. Même si à la base on a ce même mécanisme qui est un dérèglement du plateau, hein, je vous avais parlé du plateau de la balance plaisir-douleur, un rôle accrue de la dopamine. Je vous mets en barre de description, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 1, qui explique justement le mécanisme de la dépendance, je vous mets le lien vers cette première vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment s'en sortir. Alors, notre monde est saturé en dopamine. Nous baignons dans un système de gratification instantanée. Euh, je pensais notamment ce week-end au problème des plateformes de streaming et au replay. Pourquoi? Parce que finalement, autrefois, vous aviez l'épisode 1 et puis il fallait attendre le lendemain ou la semaine d'après pour avoir la suite. Aujourd'hui, vous avez tout sous la main et vous pouvez consommer, je dirais presque autant que vous voulez, non-stop. Euh, Il y a même une pratique qui est calqué sur le fait de boire beaucoup trop, à s'en rendre malade pendant un week-end et ne plus boire de toute la semaine, ben on a ce phénomène aussi de personnes qui restent enfermées tout le week-end et qui ne font que ça, regarder des saisons de séries ad nauseam, et puis après, lundi, reprendre leur vie courante. Mais ce système comme ça de gratification, je peux avoir tout de suite et je peux plus attendre, je peux plus différer, je ne peux plus mesurer ma consommation. Donc je baigne comme ça. Alors ça peut être aussi le principe de l'ubérisation, de la livraison immédiate. Je veux quelque chose et puis dans l'heure ou dans les 24 heures, je peux avoir ce que je veux. Euh, donc ce fonctionnement de société, évidemment, crée et entretient les dépendances. Alors, maintenant qu'on a fait le constat, comment entre guillemets, sevrer? Alors, c'est ce qu'on appelle, enfin, on va parler de l'autorestriction, pardon, c'est-à-dire vous-même, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, il y a trois façons de se sevrer qui peuvent se cumuler, hein, qui ne sont pas séparées. Euh, le sevrage spatial, c'est-à-dire j'éloigne l'objet de la tentation, de la convoitise, de mes yeux, on va dire, de ma portée. Bon, mais c'est le truc classique. Vous, vous êtes accro aux sucreries, ben vous n'en achetez pas parce que si vous avez dans votre placard, il est évident que vous allez abuser. C'est quelque chose d'ailleurs qu'on fait depuis longtemps pour l'alcool. Si vous voulez pas fumer, ben vous ne laissez pas euh, un paquet de cigarettes sur le guéridon de votre entrée, la console de votre entrée, etc. Un autre système, c'est le sevrage temporaire. Là, on va éloigner, différer la gratification. Par exemple, euh, j'ai pas, je suis complètement accro au café, parce que ça existe, il y a des gens qui boivent une douzaine, une quinzaine de cafés par jour. Il y a une dépendance à la caféine. Donc, ben, qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas de café chez moi, si bien que ça m'oblige à sortir de chez moi, à aller dans un café. Alors, si j'habite pas en centre-ville, eh ben, ça diffère encore plus. Et du coup, je
obligatoirement, je consomme moins, donc je suis moins dans le circuit récompense, envie, etc. Troisième système, c'est une réduction et non pas une suppression. Alors, le cas du café, c'était une réduction, mais réduire quand on ne peut pas supprimer. Si vous êtes dépendant de votre téléphone portable et que vous avez besoin quand même au quotidien de téléphone portable, il va falloir réduire son usage et par exemple ne l'utiliser que pour la partie téléphone et non plus pour la partie internet. Ou acheter un téléphone qui, vous savez, les petits téléphones qui ne permettent pas d'utiliser internet. Voilà. Si vous êtes accro au sport, parce que ça aussi, hein, le sport, bah, vous fabriquez de l'adrénaline, vous fabriquez de la dopamine, enfin des endorphines. Euh, et donc, quand on en fait trop, eh ben, on peut ne plus se passer de sport. Eh ben, il va falloir trouver un moyen de réduire votre pratique. Euh, Par exemple, supprimer, supprimer votre abonnement dans une salle qui est ouverte 7 jours sur 7, 15 heures par jour, et la remplacer par 3 cours par semaine à des horaires particuliers, avec un professeur qui cadre les choses, quoi, qui vous dit il y a un début, il y a une fin. Voilà, donc voilà à peu près les trois manières de s'auto-restreindre, pardon. Donc, éloigner physiquement, spatialement l'objet, différer la tentation. Bon, euh, j'ai très envie de savoir la suite j'ai fini la saison 1, j'ai très envie de savoir la suite, mais j'attendrai dimanche. Voilà. Ou réduire la consommation quand l'objet en lui-même ne peut pas être complètement éradiqué de votre vie. Euh, c'est important dans tous les cas d'être bienveillant envers soi-même. Ça, c'est valable pour n'importe quoi. En soins psychologiques, quand on veut aller mieux, ce n'est pas en s'insultant, ce n'est pas en se dénigrant, ce n'est pas en se bousculant qu'on obtient de bons résultats. Quelquefois, ça marche hein, de se bousculer sur l'instant, et puis après, on a un effet rebond. On a besoin de restaurer une bonne estime de soi pour aller mieux. Et dans le cas de la dépendance aussi. Donc, il faut se dire que quand on rechute, quand on a des petits accros, ce ne sont pas des échecs, ce sont des paliers. On le voit clairement, par exemple, dans la dépendance à l'alcool, l'alcoolodépendance, ou dans le sevrage tabagique. Très souvent, il y a des tentatives qui ne fonctionnent pas, enfin, qu'on pense, et finalement, la deuxième tentative fonctionne mieux, et puis la troisième, parce qu'on apprend à se connaître, on sait ce qui nous fait chuter, et on sait ce qui nous aide à nous relever. On connaît nos failles, on connaît nos forces, etc. Et il faut voir ça comme des tâtonnements pour aller mieux et non pas pour des échecs. Parce que si dès la première tentative, vous laissez tomber, ben voilà, ça y est, c'est fini. Alors que si vous vous dites, d'accord, là, j'avais dit plus de chocolat, et puis je viens de manger la tablette. Ben, il faut pas se dire, ou non, je vais vous donner un exemple encore plus flagrant parce que c'est quelque chose que j'ai entendu plusieurs fois en entretien. Ce sont les personnes qui vont se dire, j'ai craqué, j'ai mangé, je sais pas moi, une barre de chocolat, eh ben, fichu pour fichu, je vais finir la tablette. Ou j'ai commencé, j'ai ouvert le paquet de chips, fichu pour fichu, je vais finir le paquet. Eh ben non, c'est pas parce que OK, vous avez mangé votre barre de chocolat, OK, vous avez mangé votre poignée de chips. Mais c'est pas grave.
La prochaine fois, vous résisterez mieux. Mais c'est pas en finissant la tablette et en disant c'est fichu que vous allez avancer. Donc soyez gentil et patient avec vous-même. La honte, en fait, c'est à la fois un catalyseur pour changer et aussi un moteur de rechute. Euh, Parce qu'on peut se dire, voilà, j'avais trop bu, j'ai dit n'importe quoi à la soirée avec mes amis, j'ai honte, j'arrête de boire. Ça, c'est la honte comme catalyseur de changement. Et puis, euh, c'est je suis boulimique, j'ai vidé mon frigo cette nuit, j'ai honte, et du coup, ben, je continue encore plus à être boulimique parce que j'ai honte de moi, etc., etc. Donc, il faut vraiment jongler, et là, c'est un travail que vous pouvez faire avec un professionnel de la psychologie, jongler entre cette honte sociale que qu'on va ressentir très très souvent dans le cadre de dépendance et et cette honte de soi-même parce que le dégoût de soi ça fait pas avancer. Ce qu'on peut faire enfin, pas à la limite, ce qu'on peut faire c'est transformer le dégoût de soi en dégoût de l'acte. Je suis pas mauvaise, j'ai juste craqué et j'ai acheté un nouveau paquet de cigarettes. Mon acte est pas bien, j'ai acheté un paquet de cigarettes. Ça fait pas de moi quelqu'un de mauvais. Ça fait juste de moi quelqu'un de fragile qui a fait une rechute et qui va réessayer. Ça, c'est très important. Parce que quand on parle de honte, on parle aussi de faux self. Alors, le faux self, c'est une théorie du psychanalyste Donald Winnicott euh, qui, qui explique qu'on on le développe euh, pour se protéger. On se construit, alors ce que Jung appelle la persona, c'est-à-dire l'image que l'on donne aux autres, on se construit une image pour cacher qui on est vraiment, pour cacher ses failles, etc. Mais le problème, c'est que quand on se fabrique un faux self, une fausse image sociale, eh ben, on crée des stress internes, des injonctions internes qui deviennent intolérables parce qu'on n'est pas soi-même. Donc on entretient après la dépendance parce que la dépendance, ça peut être aussi justement un moyen de gérer ce stress interne. Euh, il y a souvent un faux self chez les personnes qui sont dépendantes. On le voit pour l'alcoolodépendance chez les femmes particulièrement. Les hommes vont plus facilement boire dans un café, boire dans des soirées, etc. Les femmes vont plus facilement boire en cachette chez elles et se créer une image. Ensuite, elles sortent, elles se remaquillent, elles vont chercher les enfants à l'école. Euh, et plus les personnes ont un faux self, et plus elles peuvent être dépendantes. Et là, je tire la sonnette d'alarme, en particulier chez les personnes à haut potentiel. Alors, quand je dis personnes à haut potentiel, c'est ce que certains appellent personnes à haut potentiel intellectuel. Mais bon, donc les personnes à haut potentiel, j'en parle notamment parce que c'est une de mes spécialités. Il y a beaucoup de faux self chez les personnes à haut potentiel parce que souvent, ben, elles cachent ce potentiel pour s'intégrer, pour pas se faire remarquer, etc. Et du coup, euh, elles sont plus, alors le mot malléable me vient, mais c'est pas le mot que je voulais. Elles sont plus enclines à être, à être dépendants. Donc voilà, c'est une petite parenthèse concernant ces personnes-là, mais d'une manière générale, qui dit faux self dit risque de dépendance. Donc, donc on a vu hein, comment c'est les trois manières les trois directions euh, cumulables pour sortir de la dépendance. Et ce qu'il faut se dire, c'est que l'abstinence ou la grande réduction dans le cas d'objets de dépendance qui ne peuvent être totalement éradiqués, l'abstinence recalibre le cerveau
rééquilibre les plateaux et ça permet ensuite de s'offrir des petits plaisirs, voilà, par petites touches qui vont, parce que le but c'est pas d'être en restriction, c'est pas de s'auto-flageller, hein, je vous l'ai dit précédemment. C'est pas en se faisant du mal qu'on va mieux, mais en se restreignant. euh, on voit par exemple pour l'alcool, on conseille de moins en moins le sevrage radical. Si après la personne peut, euh, après un sevrage, reprendre et boire 4 fois par an, pourquoi pas? Si elle arrive à rester à cette consommation-là. Si la personne est boulimique et qu'après elle a une relation apaisée à la nourriture et qu'elle peut de temps en temps s'offrir une pâtisserie, aller au restaurant, etc., pourquoi pas? Euh, si la personne était accro au sport et qu'elle arrive à pratiquer 2, 3, 4 fois par semaine maximum, là aussi. Euh, donc, soyez ferme dans votre objectif. Je veux sortir de cette dépendance, mais soyez vraiment bienveillant envers vous. Ça, c'est capital. Voilà. À bientôt.